Le TIPE, ou Travail d'initiative personnelle encadré, est un oral que tous les élèves de classe préparatoire devront passer à l'issue des concours. Grossièrement, le TIPE est au concours, ce que le grand oral est au bac. Le but pour moi de cette vidéo est de vous donner une présentation de l'épreuve ainsi que des conseils pour que vous la réussissiez au mieux. C'est pour ça que j'ai décidé de diviser cette vidéo en 4 parties. Premièrement, une présentation de l'épreuve et de ses attentes. Deuxièmement, les conseils que j'ai à vous donner sur cette épreuve. Et troisièmement, l'incarnation de ces conseils au travers d'un TIPE, le mien. Et quatrièmement, la phase de questions que j'ai eue à mon TIPE. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le TIPE? Le TIPE est une épreuve orale qui dure 30 minutes et qui est composée de 2 parties. La première partie consiste en 15 minutes d'expression en continu sur le sujet de votre choix. Le choix du sujet est donc laissé libre, il faut toutefois qu'il vérifie une contrainte. Chaque année, l'Éducation nationale publie un thème, il faut simplement que votre sujet soit en lien avec le thème de l'année. Par exemple, pour l'année 2024-2025, le thème était Transition, transformation et conversion, et pour l'année 2025-2026, le thème est Cycle et boucle. Pour mener à bien cette partie-là de l'oral, vous aurez simplement le droit à un support style PowerPoint. Et la deuxième partie de l'épreuve, qui elle aussi durera 15 minutes, est constituée d'une partie de questions que le jury vous posera. Afin de préparer cette épreuve, 2 heures hebdomadaires vous seront allouées pendant une période d'environ 1 an et demi. Voilà en ce qui concerne les formalités de l'épreuve, mais maintenant qu'en est-il des attendus pédagogiques de cette orale? Pour pouvoir vous préparer au mieux, je vous conseille d'aller regarder sur internet le document prévu à cet effet. La notation est divisée en 2 parties. Une première partie qui va porter sur le potentiel scientifique du sujet, une deuxième partie sur la démarche scientifique. La première partie, potentiel scientifique, évaluera tout ce qui concerne le sujet en lui-même, à savoir la pertinence des propos, la qualité avec laquelle vous êtes approprié le sujet, la justesse dans laquelle vous rendez compte des différents concepts, etc. La deuxième partie de démarche scientifique va évaluer la qualité avec laquelle vous avez fait quelque chose du sujet. Elle évaluera des notions telles que la résolution de problèmes, la communication, le questionnement que vous êtes posé sur le sujet et la méthode que vous avez mis en œuvre pour pouvoir résoudre le problème. En un mot, pour résumer, ce qu'il est pertinent de faire au TIPE, ce serait de mettre en lien pratique et théorie pour pouvoir ajouter une plus-value dans le sujet que vous avez choisi. Alors maintenant, de quelle manière le TIPE se matérialisera-t-il au travers des concours? Alors il faut savoir que pour les banques XENS et CCNP, le TIPE n'entrera pas en ligne de compte dans la notation. Par contre, à Centrale, il sera affecté d'un coefficient 11, ce qui est autant qu'une épreuve de physique-chimie ou une épreuve de langue. Et pour les épreuves des mines, il sera affecté d'un coefficient 6, ce qui est plus que des épreuves comme le français ou les langues. Les modalités de l'épreuve étant été présentées, laissez-moi maintenant vous donner quelques conseils pour réussir au mieux cette épreuve. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous donner un petit disclaimer. La seule légitimité que j'ai à vous donner ces conseils est celle que j'ai peut-être acquise en passant moi-même l'épreuve. Mais à part ça, je n'en présente aucune autorité ou quoi que ce soit. Alors tout d'abord, la première chose vraiment importante, c'est au niveau du choix du sujet. Prenez quelque chose qui vous plaît. Que ce soit des jeux vidéo, de la musique, si c'est l'aviation, l'intelligence artificielle, etc. Vous pourrez trouver un lien entre votre sujet et le thème de l'année. C'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais en réalité, le lien que vous trouverez entre sujet et thème de l'année, ça peut être quelque chose d'assez vague, ça suffira. Si vous choisissez un sujet que vous aimez, ça ne sera que bénéfique pour vous. Déjà, vous serez plus captivant le jour de l'oral, vous serez plus motivé à travailler sur votre TIPE, et quitte à travailler pendant 1 an et demi, autant le faire sur quelque chose qui vous intéresse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sujet que vous choisirez n'est pas gravé dans le marbre, il est voué à être modifié, à muer, à mesure que vous apprenez et que vous découvrez des choses sur le sujet. Maintenant, l'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est sur la structure que pourrait revêtir votre TIPE. Cette structure, je l'ai élaborée en regardant des exemples de TIPE, mais aussi grâce aux attendus pédagogiques de l'épreuve. Ce plan va comporter 4 parties. La première chose que je vous conseille de faire, ce serait d'introduire une certaine notion sur laquelle portera votre sujet. Ça rendra le sujet nouveau et plus intéressant pour le jury, et ça vous permettra d'avoir un domaine d'étude dans lequel il y a déjà des documents sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Par exemple, en physique, vous allez pouvoir parler d'un certain capteur, un certain phénomène naturel. En mathématiques, vous allez pouvoir introduire un certain objet, une certaine application et l'étudier. Justement, ce qui est pertinent de faire, ce serait de choisir une notion qui a certaines propriétés qu'il serait intéressant d'étudier. Et c'est pour ça qu'on va entrer dans la deuxième partie, une partie théorique. Dans cette partie théorique, vous allez pouvoir étudier les notions que vous avez préalablement introduites. Le but de cette partie, c'est de montrer au jury que vous êtes en possession des capacités qui sont requises pour les écrits, à savoir savoir manipuler proprement des objets mathématiques, pouvoir mener des calculs avec rigueur, etc. Il est particulièrement judicieux de faire intervenir des notions au programme. D'une part, ça montrera que vous avez été assidu pendant votre prépa, et d'autre part, ça permettra au jury de vous poser des questions pertinentes à la fin de votre TIPE. Donc par exemple, en physique, ça pourrait être faire un certain bilan énergétique, mécanique, un calcul de champ électromagnétique.
En mathématiques, ça peut passer par une preuve d'une application, d'une inclusion ensembliste, etc. Un des buts du TIPE est de mélanger théorie et expérience, et c'est pour ça que je vous conseille de faire ensuite une partie pratique. Le but de cette partie pratique est non seulement de montrer que vous avez réussi à vous approprier correctement le sujet, mais aussi que vous êtes à même d'apporter une plus-value. Un des buts de cette partie pratique peut par exemple être le fait de retrouver expérimentalement le résultat théorique que vous avez précédemment prouvé. En physique-chimie, ça peut passer par une certaine expérience, un montage, et en mathématiques, par une certaine simulation informatique. Et cette partie pratique amène donc une partie sur l'étude des résultats, partie dans laquelle vous devrez avoir un regard critique sur ce que vous avez réussi à produire. Est-ce que votre expérience corrobore les résultats théoriques? Est-ce qu'il les infirme? Est-ce qu'on n'est pas capable de conclure? Le but de cette partie est de montrer que vous avez faire preuve d'honnêteté intellectuelle et d'avoir un peu de jugeote sur les résultats que vous aurez. L'avantage de cette structure est qu'elle est cohérente. Chaque notion appelle celle d'après et le tout forme un ensemble logique et crédible. Par exemple, pour moi, la notion que j'introduis est celle d'un certain jeu, le Massieu. Premièrement, j'ai une preuve théorique que ce jeu est compliqué à résoudre informatiquement, et cette difficulté théorique nous impose une résolution astucieuse en pratique. C'est ce que je fais, et ensuite j'étudie les résultats. L'avantage de cette structure est qu'elle montre que vous êtes capable de vous approprier certains concepts, que vous êtes bon en théorie, bon en pratique, et que vous savez avoir un regard critique sur les résultats. Voici un petit schéma qui résume la structure que je vous conseille d'appliquer pour votre TIPE, et on voit bien qu'elle recouvre à la fois la partie sur le potentiel scientifique et à la fois celle sur la démarche scientifique. Alors maintenant que j'ai donné mes conseils, je vous propose de les voir à l'œuvre au travers de mon TIPE pour vous donner à peu près un aperçu de l'épreuve. Alors mon TIPE porte sur la résolution du Massieu et de sa difficulté théorique, et sans plus de préambule, nous commencerons par présenter le problème et le transformer pour voir en quoi il est complexe à résoudre d'un point de vue informatique. Et puis cette difficulté informatique va nous forcer d'utiliser une approche astucieuse de résolution informatique, à savoir celle que j'ai choisie, celle des algorithmes génétiques. Et enfin, nous étudierons les résultats d'une telle technique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Massieu? Donc le Massieu est un jeu qui a été créé par la même maison d'édition que celle qui a créé le Sudoku. Donc ces deux jeux sont frères. Et celui-ci est assez simple, on va donner au joueur une grille remplie de ronds blancs et de ronds noirs. Et le but pour le joueur va être de relier ces ronds entre eux avec un trait, vérifiant toutefois deux contraintes. La première, c'est que lorsque le trait passe sur les cercles blancs, le trait doit être droit, mais le trait doit tourner avant ou après être passé sur le rond. Et à l'inverse, lorsque le trait passe sur un rond noir, le trait doit tourner, mais le trait doit être droit avant ou après être passé sur ce rond. Et donc évidemment, la dernière condition est celle que le tracé doit être fermé, la ligne continue, etc. Et donc voici un exemple de résolution de grille de Massieu. Alors bien que cela puisse paraître simple, en réalité d'un point de vue informatique, ça ne l'est pas. Et on va le prouver en introduisant la notion de transformation polynomiale. Alors formellement, qu'est-ce que c'est? On va prendre deux alphabets, sigma 1 et sigma 2, et on va prendre deux langages sur ces alphabets, à savoir L1 et L2. Et on va appeler transformation polynomiale une application qui va du premier alphabet vers le deuxième et qui vérifie deux contraintes. La première, qui est vraiment importante, c'est celle de complexité temporelle polynomiale. Donc ça, c'est juste un truc purement pratique, à savoir que c'est pas trop long de calculer les images de f. Et la deuxième hypothèse, qui celle-là sera déterminante, c'est que f de x appartient à L2 si et seulement si x appartient à L1. Alors maintenant, trêve de formalité, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça va nous aider à résoudre dans le contexte de notre TIPE. Alors en fait, on va prendre deux problèmes, le problème 1 et le problème 2, et on va prendre deux alphabets associés à ces problèmes. Pour pouvoir créer un alphabet, on va définir comme alphabet l'ensemble des instances d'un problème. Par instance, on entend une proposition de solution qui est valide ou non. Donc par exemple, sigma 1, si le problème 1 c'est le problème du Massieu, sigma 1 ce sera constitué de toutes les lignes sur une grille de Massieu, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et on va appeler langage sur ces alphabets-là l'ensemble des solutions au problème. Et donc à l'aune de cette précision, cette notion de transformation polynomiale va prendre tout son sens parce que L1 et L2 ce seront donc l'ensemble de toutes les solutions au problème 1 et au problème 2 et la transformation polynomiale va donc vérifier si f de x appartient à L2, c'est-à-dire que si f de x est solution, c'est équivalent à dire que x est solution au problème 1. Donc en fait, c'est-à-dire que si on a trouvé une solution au problème 2, c'est équivalent de trouver une solution au problème 2 qu'au problème 1. Et donc, s'il existe une telle transformation, on dit qu'on a réduit le problème. Voilà, donc on comprend mieux le sens de cette transformation polynomiale. Alors en réalité, c'est en utilisant des transformations polynomiales comme celle-ci qu'on va prouver la NP-complétude de certains problèmes.
Alors en fait, pour pouvoir le montrer, on va montrer qu'il existe une transformation polynomiale entre notre problème du Massieu et un autre problème dont on admet la NP-complétude. Ce problème-là, c'est celui du cycle hamiltonien. Donc il consiste à savoir si un graphe contient un cycle passant une fois et une seule par chacun de ses sommets. Ce problème est NP complet, ça c'est admis. La deuxième contrainte qu'on vérifie, c'est donc le problème du Massieu est NP. Donc ça veut dire que c'est polynomial en la taille de la grille de vérifier si une grille est solution ou non, ce qui est assez évident. Et la dernière chose, c'est qu'il faut montrer qu'il existe une transformation polynomiale entre le circuit hamiltonien et la grille de Massieu. Alors pour pouvoir se donner, on va simplement essayer de donner l'intuition de la transformation polynomiale. Donc on va prendre ici un circuit hamiltonien, c'est deux représentations équivalentes du même graphe. Un circuit hamiltonien ici, ce serait par exemple le parcours A, B, C, D, E, F, puisqu'il passe une fois et une seule par chacun des sommets. Alors on va essayer de donner une sorte d'idée de transformation polynomiale. L'idée, ça va être de simuler avec le jeu du Massieu les sommets et les arrêts des graphes hamiltoniens, et ça fera office de transformation polynomiale. Alors voilà ce qui va se passer à la fin de notre transformation polynomiale. On pourra peut-être y revenir pendant la phase de questions, mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'à chacune des arêtes, on va associer ce genre de grandes rangées de ronds blancs, et à la place de chacun des sommets, on va associer un rond blanc. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si jamais on a une solution à la grille de Massieu, ça veut dire qu'il existera une ligne qui passe par du coup toutes les arêtes blanches, et une fois et une seule qui passe par les ronds blancs. Et donc ça veut dire que si jamais on a une telle ligne solution, ça voudrait dire qu'on a un tracé fermé qui peut relier tous les ronds blancs entre eux. Et donc ça veut dire que ça revient en fait à parcourir le graphe là. C'est-à-dire qu'en fait on a vraiment fait une transposition du graphe hamiltonien en Massieu, et donc si on a une solution à la grille de Massieu, on est passé une fois et une seule par chacun des sommets, id est, le graphe est hamiltonien. Et donc on a montré qu'en gros, si on résoudre le Massieu, ça revient à résoudre le problème du circuit hamiltonien. Or le problème du circuit hamiltonien est NP complet, donc le problème du Massieu est NP complet. Alors, pour l'instant, j'avais un peu passé sous le tapis cette notion de NP-complétude, mais on va s'intéresser maintenant à ce que ça veut vraiment dire. Concrètement, en fait, ce que ça veut dire, ce qui va nous intéresser, c'est que dans un problème NP complet, c'est facile, à savoir c'est polynomial en la taille de l'entrée, de vérifier si une instance est solution ou non à un problème donné. Par contre, c'est difficile informatiquement, à savoir c'est exponentiel en la taille de l'entrée, de vérifier si une instance donnée c'est difficile informatiquement, ça va savoir exponentiel dans la taille de l'entrée, de trouver exhaustivement une solution. Et donc en fait, pour le Massieu, c'est facile de vérifier si une grille est une solution, mais c'est compliqué de trouver une solution. Et donc c'est pour ça qu'on va devoir utiliser une notion, celle des algorithmes génétiques. Alors je vais déjà présenter grossièrement le fonctionnement de la chose. Donc en fait, dans les algorithmes génétiques, on va se munir d'une population. Cette population est composée d'individus. Donc les individus, ce sont les instances d'un certain problème, donc des propositions de solutions à certains problèmes. Donc dans le cas général, on peut simplement les représenter par des listes de bits. Donc voilà, 0, 1, 0, 1. Et donc voilà, chacun de ces individus, c'est une proposition de solution. Et en fait, le fonctionnement des algorithmes génétiques peut vraiment être vu comme une parfaite analogie avec l'évolution darwinienne. Et donc en fait, vraiment ce qu'on va faire, c'est la sélection naturelle. On va prendre les meilleurs individus, donc sélectionner les meilleurs individus pour une fonction de notation bien précise. On va prendre leurs gènes et on va les faire se reproduire. Alors comment est-ce que ça va se représenter? En fait, on va couper leurs gènes et puis voilà, on va les échanger. Éventuellement, on va faire des mutations et donc les deux gènes qu'on aura ici, ce seront les enfants des deux parents et eux, on va les ajouter à la génération et donc on va avoir une nouvelle génération et on espère que cette nouvelle génération soit meilleure que la précédente. Donc voici ici un autre schéma qui réexplique la même idée. Donc voilà, une itération, on évalue toutes les solutions, on sélectionne, on fait des croisements, etc. Tout ça, c'est la reproduction. On obtient ainsi une nouvelle population et on vérifie jusqu'à vérifier un critère d'arrêt. Alors maintenant, comment est-ce qu'on a représenté ça concrètement en Massieu? Alors premièrement, les individus dont je parle, à savoir les instances, comment est-ce qu'on les a représentés? Alors pour ça, en fait, on va associer à chaque grille de Massieu une matrice, une représentation matricielle. On va créer une matrice qui a la même taille que la grille on va associer un numéro à chacun des motifs qui peut se trouver à l'intérieur de la grille de Massieu. Donc par exemple, vous voyez ce sorte de petit truc qui tourne, là c'est un 2, cette sorte de barre horizontale c'est un 5, et donc voilà, case par case, on va les placer sur la matrice, et de cette manière-là, on voit qu'il y a une bijection entre l'ensemble des grilles de Massieu et l'ensemble des matrices à coefficients entiers dans l'intervalle 0, 6.
Donc ça, c'est comme ça qu'on va représenter nos individus de notre génération. Et donc nos individus vont être des matrices. Et donc voilà, on crée une première fonction pour pouvoir générer aléatoirement un individu. Bon, c'est pas très compliqué. On fait juste en sorte que les contraintes sur les ronds soient vérifiées. On continue un peu les traits, mais bon, c'est vraiment pas le cœur du propos. Le cœur du propos, c'est ça, c'est la fonction de notation. Alors en fait, ce que j'ai un peu aussi passé sous le tapis lors de l'explication des algorithmes génétiques, c'est que le fonctionnement des algorithmes génétiques, ça revient à la recherche d'un maximum d'une fonction bien donnée. Et en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment on tâtonne comme ça dans un certain espace vectoriel pour pouvoir trouver le maximum de notre fonction. Et donc cette fonction que j'ai décidé de maximiser, c'est la fonction de notation, c'est celle grâce à laquelle on va sélectionner les individus de notre génération, c'est celle-ci. Donc en fait, elle va associer, elle prend comme antécédent les matrices, puisque les matrices, comme ce que j'ai dit, c'est la manière qu'on aura de représenter les grilles de Mathieu. Et le but, c'est qu'elle donne en gros un score à notre grille de Mathieu. Et donc ce que j'ai donné ici, c'est au numérateur, on va avoir le nombre de contraintes sur les cercles qui sont respectés, donc, et au dénominateur, le nombre de composantes connexes. Donc, le nombre de composantes connexes, c'est le nombre de traits différents qu'il y a à l'intérieur de la grille. Le but, c'est qu'on va associer une bonne note à une grille qui a le maximum de contraintes sur les ronds qui sont respectés et qui a le moins de composantes connexes possible. Le but, c'est d'avoir une composante connexe pour que le tracé soit continu. Et donc en fait, on voit que cette fonction-là, elle va rétribuer ceux qui ont beaucoup de contraintes sur les ronds et elle va pénaliser ceux qui ont beaucoup de composantes connexes, donc beaucoup de traits différents. Et donc c'est ce qu'on veut. Voilà, donc cette fonction-là fait à peu près l'affaire, et justement pour pouvoir se convaincre qu'elle fonctionne à peu près, on a ici deux solutions. Donc la première, elle a seulement trois composantes connexes, c'est des trucs qui sont assez bien, on passe bien sur les ronds, il y a pas mal de contraintes qui sont vérifiées, donc on a un score de 13,9. Et à l'inverse, l'autre solution, il y a plein de traits un peu partout, on passe pas trop sur les ronds, et on a un score qui est plus faible, donc on peut se convaincre que ça fonctionne à peu près ici. L'implémentation maintenant du facteur croisement, donc comme ce que je vous avais montré, c'est quand on échange les gènes. En fait, ça va être assez simple, hein. On va prendre deux individus, donc deux grilles de Mathieu, et tout simplement on va prendre aléatoirement une des grilles. Sur une des grilles, on va prendre un trait et on va le copier sur la première. Donc voilà, hein, c'est assez explicite. Voilà. Et donc bon, là c'est vraiment le cas favorable dans lequel la grille obtenue en sortie, c'est vraiment la meilleure que les deux parents réunis. Et donc c'est exactement ce qu'on veut, et c'est toute la force des algorithmes génétiques. L'autre fonction qu'on code, c'est celle de la mutation. Donc bon, ça c'est assez simple. En gros, on prend une case au hasard dans la grille et on va la relier avec ses voisines, un peu au pif. Donc voilà, par exemple là, c'est vraiment une mutation qui est très avantageuse pour l'individu, puisque elle va avoir une sorte de beau trait, et en plus on vérifie la contrainte sur les ronds. Voilà, maintenant les résultats. Alors qu'est-ce que ça donne ? Tout d'abord, l'évolution on peut étudier ce graphique-là, donc c'est l'évolution du score des individus en fonction du nombre de générations. Donc par génération, on entend le nombre d'itérations à travers de la boucle que je vous avais montré précédemment. Donc on peut voir évidemment qu'à la première génération, on a beaucoup de composantes connexes. Donc comme je vous avais montré, la génération d'un individu aléatoire, c'est plein de traits un peu partout réunis sur la grille. Et puis évidemment, du coup, le score, donc le score, c'est la valeur de la fonction de notation que j'avais définie juste avant. On voit que le score est assez bas, et au fur et à mesure que le nombre de générations va avancer, on va voir que les composantes connexes vont diminuer, donc c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de traits différents. Et évidemment, le but, c'est d'avoir un seul trait, et donc ce qu'on va atteindre au bout d'un moment. Et on voit que le score va croître jusqu'à arriver à son maximum global. Et donc ce score-là de 80, cet individu à 80, c'est une solution valide vraiment de notre grille de Mathieu. Et donc on peut voir aussi évidemment que l'évolution du score, c'est une fonction qui est continue par morceau, parce qu'en fait à chaque fois qu'on va avoir un meilleur individu, il va rester meilleur individu jusqu'à ce qu'il soit détrôné, et jusqu'à ce qu'il soit détrôné, donc voilà, c'est une fonction constante par morceau. L'autre graphique qui est pour le coup lui vraiment intéressant, c'est celle de la complexité du Mathieu. Donc en fait j'ai donné plusieurs grilles de plusieurs tailles différentes en entrée de mon programme, donc de cet algorithme génétique, et en fonction de la taille de la grille, on va chronométrer le temps moyen de résolution. Donc c'est-à-dire qu'on a pris des grilles de taille 3 par 3, 4 par 4, etc. jusqu'à 7 par 7. On a fait plusieurs résolutions, on a moyenné le temps qu'il fallait à l'algorithme pour pouvoir le résoudre. Et donc ce qu'on voit, c'est que donc, voilà, pour des grilles de taille 3 par 3, c'est très rapide, et pour des grilles de taille 7 par 7, par exemple, on est à 40 secondes de temps de résolution moyen. Et ce qu'on peut voir en fait, ce qui est très intéressant, c'est surtout cette sorte de croissance exponentielle, parce que ce qu'on avait montré dans la première partie, c'était que justement la complexité temporelle de la résolution d'une grille de Mathieu est exponentielle en la taille de la grille.
puisque le problème est NP complet, c'est la définition d'un problème NP complet, enfin je ne l'avais pas dit mais bon l'examinateur le sait, et donc voilà, et donc on est censé bien avoir une croissance exponentielle, et justement on a fait une régression linéaire sur le logarithme népérien de ces points-là, et donc si cette croissance est exponentielle, la croissance du logarithme de ces points-là, elle est censée être affine. Et en effet, on a fait une régression linéaire et on obtient un coefficient de corrélation R carré de 0,99. Donc la croissance est bien exponentielle et donc on retrouve le résultat qu'on avait annoncé précédemment. Alors maintenant, on va peut-être rapidement discuter des paramètres, etc., parce qu'ils sont très importants. Tout d'abord, la composition de la population, donc 55% sont issus de la sélection, donc ça veut dire les meilleurs individus, on les reprend et on ne les change pas du tout. Ça va nous permettre de ne pas perdre les bonnes solutions qu'on avait avant. 65% sont issus du croisement, donc de cette sorte du croisement des individus, hein. Et 30% sont aléatoires, on rajoute des trucs vraiment complètement nouveaux à l'intérieur de notre génération. 30%, donc c'est peut-être beaucoup, mais je vais vous expliquer juste après pourquoi est-ce que c'est utile. La méthode de sélection des individus, c'est une méthode roulette. Donc en fait, ça veut dire qu'à chaque itération de notre algorithme génétique, on va noter les individus et on va créer une loi de probabilité à chaque itération qui va donner à chaque individu la probabilité qu'il a d'être sélectionné en fonction, donc pondérée par le score qu'il a eu. Et donc le but ici, c'est de donner aux individus qui même ont le score le plus bas une probabilité non nulle d'être sélectionnés pour pouvoir favoriser la diversité. Évidemment, on peut discuter des meilleures méthodes de croisement et un meilleur choix dans la fonction de notation, parce que toute la complexité des algorithmes génétiques est dans la fonction de notation. Et justement, la limite de ce problème des algorithmes génétiques, ce sont les minimums locaux, ou les maximums locaux. En fait, c'est que si on a une solution comme ça, par exemple, notre fonction de notation va croire qu'elle est proche de la solution parce qu'on a seulement une composante connexe et il y a beaucoup de contraintes sur les ronds qui sont respectées. Et donc notre algorithme va être tenté de lui donner une bonne note et de la faire se reproduire beaucoup. Sauf que le problème, c'est qu'en réalité, on peut voir que là, les deux branches de notre grille de Mathieu ne pourront pas être reliées puisqu'il y a une sorte de ligne là qui pose problème. Et donc en fait, cette solution ne pourra pas cette grille ne pourra pas être solution. Et donc en fait, on est tombé dans un maximum local de notre fonction de notation. Et en gros, on ne peut pas bouger à partir de là parce qu'on a convergé trop rapidement vers ce genre de solution. Et pour pouvoir combattre ce genre de convergence trop rapide des algorithmes génétiques, c'est pour ça qu'on ajoute beaucoup d'individus aléatoires, c'est pour pouvoir rajouter de la diversité et empêcher une convergence trop rapide. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi une méthode de sélection par roulette, c'est pour pouvoir faire en sorte qu'on ne converge pas trop rapidement vers ce genre de solution sous-optimale. Bon, j'ai un peu dépassé là de 40 secondes. Le jour de l'oral, j'avais bien duré 15 minutes. Mais donc voilà, donc ça vous donne à peu près un aperçu de à quoi ça doit ressembler. Donc comme vous avez vu, le rythme de parole est vraiment assez soutenu. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir un rythme, une prosodie aussi rapide. Moi, en tout cas, ce genre de fonctionnement, ça a marché pour moi. Et justement, j'ai réutilisé la structure dont je vous avais un peu parlé précédemment. Et voilà, donc à titre de référence, ce TIPE, moi, il m'a valu 16,5. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà les 15 premières minutes du TIPE finies. Et on entre maintenant dans 15 minutes de questions. Ce qu'il faut savoir sur cette phase de questions, c'est qu'étant donné que le choix du sujet est laissé libre au candidat, les examinateurs n'ont pas, a priori, à connaître quoi que ce soit sur la notion. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les questions soient toujours les plus pertinentes par rapport à ce que vous ayez dit. En tout cas, d'après les retours de certains de mes camarades, les questions peuvent paraître quelquefois décevantes. Tout d'abord, pas mal de questions m'ont été posées pour pouvoir revenir sur certaines notions de mon TIPE, comme par exemple revenir sur certains graphiques, réexpliquer cette histoire de bijection entre grille et matrice, revenir sur cette idée de complexité temporelle polynomiale, ou encore sur le circuit hamiltonien. Évidemment, j'ai eu le malheur de parler de régression linéaire, et donc on m'a posé beaucoup de questions théoriques là-dessus. Alors justement, une sorte de conseil que je peux vous donner, c'est que ce soit en physique ou en mathématiques, il y a pas mal de lois linéaires. Parler ne serait-ce qu'évoquer le mot de régression linéaire, ça pourrait être intéressant parce que ça donnerait une brèche pour le jury, pour qu'il puisse vous poser une question là-dessus. Et donc ça va vous permettre à vous de faire un peu étalage de votre cours et de montrer que vous avez des connaissances. Une autre question qui m'a été posée aussi, c'était de savoir grâce à quel document j'avais fait mes recherches. Et le jury a été très clair là-dessus. Il ne voulait pas que je cite de vidéos, mais vraiment des documents qui venaient de ma documentation. Finalement aussi, beaucoup de questions sur ma fonction de notation. Pourquoi je l'avais choisie? Est-ce qu'on est garanti de trouver le maximum? Pourquoi est-ce qu'il y a une puissance alpha au dénominateur, etc. Finalement, on n'a pas non plus beaucoup eu le temps, mais évidemment, après, on allait revenir sur le code slide par slide. Maintenant, je vais vous présenter d'autres questions qui ne m'ont pas été posées, mais que j'aurais jugées pertinentes pour ce TIPE, à savoir, par exemple, est-ce qu'on est garanti de la convergence de ce système d'algorithmes génétiques? Est-ce qu'il y a d'autres limites aux algorithmes génétiques?
Ou encore, est-ce qu'on n'aurait pas pu chercher directement le maximum de la fonction de notation ou d'une fonction de notation équivalente en utilisant voilà, les méthodes de calcul différentiel qu'on avait vues pendant l'année. Ainsi se conclut cette vidéo sur mon TIPE. Je vous mets en description le support PDF que je vous ai présenté pendant mon TIPE, le code que j'ai utilisé ainsi que les supports sur lesquels je me suis basé pour pouvoir réaliser mon TIPE. Ce TIPE était en lien avec le thème 2024-2025, transition, transformation et conversion, mais je vais le remettre au goût du jour de 2025-2026, à savoir cycle et boucle. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous-même voulez le réutiliser ou vous en inspirer, envoyez-moi un message, je vous répondrai. Si toutefois il vous reste tout de même des questions, des interrogations, ou même des questions générales sur le fonctionnement de la prépa, que vous soyez en année de sup, de spé ou même en terminale, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de vous répondre, mes liens sont en description. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite tout le meilleur et bonne chance pour les concours.